Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un update lecture. J'ai 5 ou 6 livres à vous présenter. La dernière fois, je vous laissais donc avec Mansfield Park de Jane Austen aux éditions La Bibliothèque du Collectionneur. Vous pouvez le voir, c'est un tout petit livre de poche avec la tranche dorée, très joli. Je l'ai lu en lecture commune avec Kali du Kaléidoscope. Toutes les deux, nous avons apprécié notre lecture, mais nous en ressortons un petit peu déçus tout de même. Pour moi, il s'agissait du dernier roman majeur de l'auteur que je n'avais pas encore lu, donc j'appréhendais un petit peu, j'avais peur d'être très déçue, je l'ai vraiment fait traîner. Je voulais pas terminer ma découverte des romans majeurs de Jane Austen sur une déception. Alors je n'irai pas jusqu'à la déception, mais il faut quand même avouer que Mansfield Park ne rentrera pas dans mon top des romans de Jane Austen. Tout simplement puisque je me suis un petit peu ennuyée, j'ai pas vraiment apprécié les héros, notamment l'héroïne Fanny que j'ai trouvée un petit peu molle et qui n'évolue pas beaucoup du début à la fin. Ça fait quand même plus de 600 pages en tout cas dans mon édition et je trouve qu'il n'y a pas une grosse évolution de caractère et c'est ce qui est dommage. C'est vraiment ce que j'apprécie dans les autres romans de Jane Austen, notamment Orgueil et Préjugés. Elisabeth et Darcy ont une énorme évolution, on apprend à les aimer. Leurs personnalités sont crédibles, mais là, voilà, Fanny, elle reste un petit peu trop molle, trop soumise pour moi. Alors c'est vrai qu'elle est un bon témoin des jeunes femmes de la société régence anglaise, donc du début du 19e siècle, mais tout de même, Jane Austen nous avait habitués à des héroïnes un petit peu plus combatives. Donc c'est un petit peu dommage. Le héros masculin m'a également déçue, il s'agit d'Edmund Bertram, donc son cousin, le cousin de Fanny, et lui aussi je l'ai trouvé assez fade finalement, donc c'est une petite déception. Il se passe pas grand chose dans ce roman, on reste la plupart du temps à Mansfield Park, donc dans la demeure. La société est quasiment tout le temps la même, il y a assez peu de bals, de pique-niques, de choses qui fonctionnent assez bien dans les autres romans de Jane Austen et qui permettent aux relations de se nouer et de se dénouer, c'est pas le cas ici. Donc il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué un peu de peps, un peu d'évolution dans les personnages, etc. Par contre, toujours super contente de retrouver la plume de Jane Austen, toujours avec des portraits très grinçants, elle se moquait beaucoup de la société qu'elle connaissait. Et ça c'est toujours très agréable, beaucoup d'ironie, même si il y a certains passages qui partent un peu plus dans le dramatique, l'humour est peut-être moins présent que dans les autres romans, et ça m'a un petit peu manqué, je l'avoue. La dernière fois, j'étais également en train de lire le 3e tome des Étoiles de Noces de Sophie Jomain qui s'appelle Accomplissement aux éditions Rebelle. 3e tome qui m'a beaucoup déçue. J'avais adoré le premier. Vraiment, ça avait été un coup de cœur. J'avais adoré cette petite héroïne, Anna, qui avait 17 ou 18 ans, qui débarquait en Écosse. Je m'étais vraiment sentie en Écosse. J'avais vraiment été transportée dans ces paysages sauvages et verdoyants qui me font beaucoup penser à l'Irlande. Vraiment, j'avais adoré, j'avais été vraiment prise dans le premier tome. Le 2e tome était déjà un petit peu en deçà. J'avais pas retrouvé le contexte écossais que j'avais tant aimé dans le premier tome, donc ça m'avait un peu déçue. Et puis les états d'âme de l'héroïne m'avaient un peu moins plu, sa relation avec le héros masculin, voilà, également ça m'avait moins plu. Bref, petite déception. Et là, le 3e tome, je continue. Alors autant la plupart des lecteurs apparemment aiment cette saga crescendo, les lecteurs aiment de plus en plus au fil des tomes, moi c'est le contraire, j'aime de moins en moins. Je me rends compte que ça vient de moi, parce que j'ai grandi et que je n'attends pas la même chose de mes lectures. J'ai besoin de lectures plus adultes, plus matures, plus construites, avec des personnages plus complexes et des contextes forts dans lesquels je peux voyager. Je trouve aussi, peut-être que ça vient de moi encore une fois, mais que l'auteur a perdu un peu en qualité au fil des tomes. Alors c'est assez bizarre, mais j'avais trouvé le premier tome beaucoup plus fort, notamment dans le contexte. Alors peut-être que je m'imagine ça, mais il me semblait qu'il y avait plus de descriptions, il me semblait qu'on avait un décor plus présent, plus prégnant. Là, on reste dans de l'action pure et dure, brute, avec beaucoup de dialogue. On part du côté plus simpliste, justement, des ouvrages de littérature jeunesse, adolescente, et ça m'embête un peu. Je me suis sentie beaucoup moins proche d'Anna, l'héroïne, qui là a 19 ans. Alors évidemment j'ai presque 10 ans de plus, donc forcément la différence joue et je me reconnais beaucoup moins dans ses émotions, dans ses réactions.
mais quand même je la sentais beaucoup plus forte et beaucoup plus indépendante dans le premier tome. Autant j'avais beaucoup aimé Laith ou Leith, je sais pas comment on le dit, Leith dans le premier tome, autant là je le trouve fade, assez peu aimable puisqu'il est hyper protecteur. Ok, il n'est pas humain, mais je ne vous dis pas à quelle race il appartient, je vous laisse la surprise si vous voulez lire cette saga. Donc ok, son côté hyper protecteur, territorialiste s'explique par sa nature particulière, mais moi ça ne me fait pas rêver. Je le trouve assez peu développé comme personnage, il a une personnalité assez linéaire, pas du tout complexe, et il me séduit plus du tout alors qu'il avait pu le faire dans le premier tome. Le deuxième héros masculin principal, qui s'appelle Darius, et qui appartient à une autre race, pareil, je ne vous dis pas quelle est cette race, m'a paru un peu plus fun, un peu plus décontracté, donc il m'a un peu plus séduite, mais ça reste quand même un personnage, voilà, qui ne m'a pas convaincue plus que ça, mais c'est tout de même mieux que l'autre homme de la vie d'Anna. L'intrigue en elle-même, je l'ai trouvée très attendue, sans surprise, notamment la fin, la chute que j'ai trouvée complètement hallucinante, tellement c'est cliché, tellement c'est évident que c'est un piège. Sophie Jomain malheureusement va du côté de la facilité et ça m'embête puisque pour moi c'était une saga qui avait énormément de potentiel, notamment contextuellement, mais je me répète, l'Écosse ça peut vraiment apporter quelque chose de magique, de très particulier dans un texte, notamment côté décor, paysage, mais aussi pour tout ce qui est folklore, mythologie, tout ça, c'est une ambiance particulière comme pour l'Irlande, et je n'ai pas du tout utilisé ici, c'est hyper dommage. La mythologie des créatures, c'est pareil, ça pouvait apporter beaucoup de choses très intéressantes, et je trouve que c'est survolé, c'est pas développé, encore une fois c'est super dommage, et les personnages, voilà, ne sont pas non plus très développés, ça reste assez fade, assez cliché, assez simpliste. Voilà, je peux paraître assez dure avec ce troisième tome, mais c'était une saga pour moi qui avait énormément de potentiel. Je vous le répète, j'avais adoré le premier tome, et là, voir ce que ça devient dans le deuxième et le troisième, bah, ça me déçoit. Franchement, ouais, je m'attendais à beaucoup mieux pour Anna et pour son entourage. Je suis super déçue. J'ai complètement changé de style ensuite puisque j'ai lu Anne F de Hafid Agoun aux éditions Plomb Collection Miroir. C'est un livre de la rentrée littéraire 2015, de cette année. Il est sorti le 27 ou le 28 août. C'est un très court texte. C'est de la littérature contemporaine et c'est un hommage, un très bel hommage à Anne Frank et à son journal. On va suivre le narrateur unique qui est un enseignant de 40 ans qui se sent coupable, qui a honte puisque selon lui, il est responsable d'un attentat qui s'est produit à Paris lors d'un marathon. En fait, il est donc enseignant de français et il a renvoyé un de ses meilleurs éléments, un élève de sa classe qui avait 15 ou 16 ans, puisqu'il avait eu un geste déplacé envers un livre symbolique, un geste qui l'a complètement choqué. Donc il a renvoyé cet élève, il l'a complètement laissé tomber, abandonné, et il se dit que si cet élève en est arrivé à commettre un attentat dans la ville de Paris lors d'un marathon, bah, il est un petit peu coupable, c'est de sa faute, il n'aurait pas dû le laisser tomber, il aurait dû l'écouter, il n'aurait pas dû le renvoyer de sa classe. Ce court texte, c'est une lettre qu'il rédige et qu'il écrit pour Anne Frank. Il lui dédie cette lettre puisqu'il se sent tellement coupable que lorsqu'il aura terminé, lorsqu'il sera arrivé à la dernière ligne de sa lettre, il a pris la décision de se suicider. Dans cette lettre, il revient sur l'aventure d'Anne, cette jeune fille hyper vive, très dynamique, très souriante malgré sa situation. Si vous n'avez pas lu le journal d'Anne Frank, je vous le conseille vivement. On la voit notamment pendant les 2 ans pendant lesquels elle va se cacher avec sa famille dans un très réduit justement, puisqu'ils sont en Hollande et évidemment je vous fais pas une leçon d'histoire, mais les juifs étaient persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ils ont dû se cacher et vivre pendant 2 ans sans voir la lumière du jour dans un petit réduit. Et malgré cette situation très compliquée, Anne a toujours gardé le sourire et elle a tenu un journal, le journal d'Anne Frank. Elle nous raconte
ses aventures dans cette cachette, et notamment ses premiers émois d'adolescent. Elle part ensuite en camp de concentration puisque quelqu'un dénonce toute sa famille et ils sont découverts par les Allemands, donc ils sont envoyés en camp de concentration et malheureusement elle va y perdre la vie. Son père va retrouver ses écrits, il va s'en sortir, il va sortir des camps de concentration, il va retrouver ses écrits, il va décider de les publier pour honorer la mémoire de sa fille, pour qu'elle continue à vivre. Et là, à travers ce texte, Afi Dagoun fait revivre justement cette jeune fille qui est devenue un symbole d'espoir, de résistance. C'est un texte qui est assez émouvant, je pense en partie autobiographique. Il revient notamment sur les parallèles qu'il y a entre lui et Anne, notamment entre ses parents, entre leurs parents plutôt, leur père notamment. Il y a des réflexions vraiment très belles, très poétiques. C'est la première fois que je lis Afi Dagoun, je ne connaissais pas du tout avant qu'on me propose cette lecture, ce livre. Et j'ai vraiment trouvé ça très beau, très, très agréable à lire, très fluide, très émouvant. Beaucoup de belles images, beaucoup de belles réflexions. Je me pencherai bien sur un autre livre d'Afi Dagoun. Pour le challenge Wild Pile que je me suis lancé à la fin du mois d'août, je vous avais demandé de sélectionner une suite de séries que vous souhaitiez que je lise avant le 31 octobre. Vous avez sélectionné le deuxième tome des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough aux éditions Milady, donc le deuxième tome qui s'appelle Charme. Alors j'ai suivi vos directives et je l'ai lu. Donc j'en profite pour vous montrer le joli livre qui est un relié et l'intérieur est également très beau. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, j'avais aimé, il s'appelle Poison. Et c'était un premier tome qui revenait sur le conte de Blanche-Neige. Là, on revient sur le conte de Cendrillon, comme le laisse présager le soulier qu'on voit en illustration. J'ai une nouvelle fois pas mal aimé cette réécriture de conte. C'est très court, hein, ça fait moins de 250 pages. On a l'impression que le livre est gros, mais en fait les pages sont épaisses. Et c'est écrit... Enfin, ça reste un poche, donc ça se lit vraiment très vite. Ouais, 255 pages. Alors cette réécriture de Cendrillon, je l'ai trouvée assez intelligente, assez bien menée. Ça reste de la littérature divertissante, mais pour le coup j'y ai assez cru. Et contrairement à la réécriture de Cendrillon que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, offerte par Eloisa James, qui s'appelait Au 12e coup de minuit, je crois, dans la saga Il était une fois, qui m'avait un petit peu déçue, j'avais trouvé ça un peu léger. Là pour le coup, j'ai bien accroché. Alors ça c'est pas extraordinaire, mais on retrouve les éléments du conte, sans non plus faire un bête copier-coller. Les personnages sont assez attachants, assez crédibles. On voit un côté un petit peu détourné du conte de Cendrillon, un petit peu comme le fait la série Once Upon a Time. On voit dans les coulisses, on apprend à connaître les personnages secondaires qu'on connaît moins dans le conte de base. Par exemple, la belle-mère, les deux sœurs, ou le prince. Parce que dans les Disney notamment, on suit les princesses, mais les princes on les connaît pas du tout, c'est limite s'ils parlent. Et là, on les rencontre et on les découvre d'une façon un peu différente. Et ben, on se rend compte que les princes charmants ne sont pas si charmants que ça. Et c'est une nouvelle fois le cas dans Cendrillon. Le prince charmant est pas forcément très sympathique, pas forcément très intéressant. En tout cas, je pense qu'aucune de nous craquerait pour lui. J'aime bien les petites touches de magie et les contes entremêlés qui sont intégrés dans ces réécritures. Alors je me souviens plus quel conte entremêlé on avait dans le premier tome, donc dans Poison qui reprenait Blanche-Neige, mais là en tout cas on voit, alors c'est furtif, mais on voit passer Hansel et Gretel, puisqu'il y a une vieille sorcière qui a une maison en pain d'épices et en sucreries, il y a des enfants qui disparaissent. Donc voilà, c'est en fond, c'est en décor, mais tous les contes sont liés, les uns aux autres, sont entremêlés, et je trouve ça plutôt bien trouvé. Je vous le dis, à l'image de la série Once Upon a Time, bon, qui là, par contre, les liens sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus développés, mais c'est dans le même ordre d'idées, donc si la série vous plaît, je pense que vous pouvez vous lancer dans cette trilogie. La seule chose que je peux regretter peut-être dans cette saga, c'est le côté érotique, qui, pour le coup, me semble pas du tout, enfin pas pertinent, mais
c'est une valeur ajoutée qui sert à rien. Alors qu'on voit la cruauté de certains personnages et qu'on se rende compte que les contes de fées sont pas tout beau tout rose comme peuvent nous le laisser penser les dessins animés Disney, ça ok, je suis d'accord, ça marche très bien, c'est très bien pensé, mais qu'on ajoute le côté érotique juste pour ajouter du sexe, juste pour dire qu'on a ajouté du sexe, ben, je trouve pas ça utile, pas forcément pertinent et ça n'apporte rien. J'ai enchaîné avec une anthologie qui s'appelle Les Dames Baroques aux éditions Durier, anthologie dirigée par Estelle Valls de Gomis. Je vous montre le livre. Si j'ai lu cette anthologie, c'est évidemment parce qu'elle m'intéressait, forcément, mais aussi parce que Vision Livre, donc qui est une blogueuse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, organise un challenge. Donc tous les mois, elle met en avant une maison d'édition différente. Le challenge s'appelle Un mois, une maison, un achat. Donc le but c'est de promouvoir les petites maisons d'édition et au mois de septembre, la maison qui est mise en avant, ce sont les éditions Durier. Et donc le but du jeu c'était de lire un livre ou plusieurs du catalogue de la maison d'édition, d'en parler sur les réseaux sociaux, sur les blogs, en vidéo et évidemment de faire quelques achats sur la boutique de la maison d'édition pour soutenir, puisqu'évidemment soutenir les petites maisons d'édition c'est aussi leur acheter des livres, alors aussi bien des livres papier que des e-books. Le mois n'est pas encore terminé, vous avez encore 15 jours pour participer, je vous mettrai les liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il me semble que les éditions Durier ont déjà publié au moins une quarantaine de titres, donc à mon avis vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Vous avez des anthologies, vous avez des sagas, vous avez des one-shots, vous avez des poches, des plus gros formats, il y en a pour tous les goûts, c'est de l'imaginaire. Alors cette anthologie met en avant des femmes fatales. Alors j'ai pas aimé toutes les nouvelles, je crois qu'il y en a 19 en tout. Des nouvelles d'auteurs inconnus comme d'auteurs très classiques comme Jules Barbet d'Aurevilly ou Madame d'Aulnoy. Des nouvelles d'auteurs qui sont maintenant connus. Par exemple, je pense à Cyr Cédric, Sophie Dabat, Justine Niogré, Charlotte Bousquier, etc. Et puis d'auteurs complètement inconnus, enfin en tout cas qui me sont complètement inconnus comme je vous le disais, et qui m'ont permis justement de les rencontrer, de rencontrer leurs plumes. C'est ce qui est intéressant dans les recueils de nouvelles, c'est que grâce à des courts textes, on peut faire une incursion dans l'imaginaire d'un auteur, on peut découvrir sa façon d'écrire et sa façon de penser, et c'est plutôt intéressant. Alors je ne les ai pas toutes aimées, j'en ai détesté aucune, seulement certaines m'ont moins marqué que d'autres. Par contre, j'en ai retenu quelques-unes, notamment celle de Sophie Dabat, que j'ai vraiment trouvée très très bonne. Donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir commandé le premier tome de sa saga Le sang des chimères en poche, justement aux éditions Durier, puisque vraiment j'avais déjà lu une de ses nouvelles dans le recueil Montre enchantée aux éditions du Chat Noir, que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très bien écrit, très sensible, beaucoup d'émotions. Et là, c'est pas tellement l'émotion qui m'a plu, c'est le contexte. Et l'histoire en elle-même que j'ai trouvé très sympa. Donc, la nouvelle de Sophie Dabat, elle s'appelle L'Essor et elle parle de créatures mythologiques. J'ai beaucoup aimé le développement, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que c'est une des nouvelles du recueil qui m'a le plus embarquée, dans laquelle j'ai été la plus embarquée. Disons que j'ai complètement oublié tout ce qui se passait autour de moi quand je lisais cette nouvelle. Et il y a une autre nouvelle que j'ai beaucoup aimée, qui est d'une auteure que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Élie Darcot, et sa nouvelle s'appelle Les Crocs de la Basilicate, ou Basilicatée, je sais pas comment on le dit. Alors là c'est beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre, c'est peut-être la nouvelle la plus longue du recueil, elle doit faire une trentaine de pages, ouais c'est ça, une trentaine de pages. Et pour le coup j'ai vraiment été emportée aussi, j'ai trouvé ça maîtrisé, travaillé. On parle un petit peu d'alchimie, on va parler de ghouls, de vampires. Et j'ai bien aimé cette ambiance un peu sombre dans les cachots, l'espèce de type qui fait des expériences. Et puis la place de cette jeune fille qui est servante et qui finalement va se révéler l'héroïne, qui va avoir un destin un peu hors du commun. Enfin, je vous raconte pas pour pas vous spoiler, mais vraiment j'ai bien aimé le développement de cette nouvelle et la chute qui m'a beaucoup plu.
Autre nouvelle d'une auteure que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Léonore Lara et qui s'appelle Serment éternel, serment d'amour. Alors là on part plus du côté de la chevalerie et du côté de la fine amour, des espèces de contes du Moyen-Âge avec les chevaliers, la belle dame, un petit peu, comment dire, aux longs cheveux, très pâle, très virginal, inaccessible et qui cache pas mal de choses. Voilà, j'ai bien aimé. Alors la chute, je m'y attendais un peu, mais c'est pas grave, c'est le développement m'a paru très sympa, très bien mené et j'ai beaucoup aimé la pluie. Voilà, je vous conseille. Et enfin, la dernière nouvelle qui m'a beaucoup plu. Alors là aussi, on part du côté, pas forcément médiéval, mais plus du côté du conte avec un roi, une princesse qui a des cheveux d'or. Et donc, justement, le conte s'appelle La Belle aux cheveux d'or. Aux cheveux, pas aux chevaux, aux cheveux d'or de Madame d'Aulnoy. Donc là c'est plus classique, c'est un peu, je pense, sur le modèle de, par exemple, La Belle et la Bête de Madame Villeneuve ou Madame le Prince de Beaumont, ces femmes qui écrivaient des contes au XVIIIe siècle, il me semble, XVIIe, XVIIIe, XIXe, par là. Voilà, donc c'est un petit peu ancien, ça a la saveur, le charme des contes un petit peu de notre enfance, avec un héros qui a quelques épreuves, il y a des animaux qui parlent. J'ai bien aimé ce conte, qui m'a rappelé beaucoup de contes de mon enfance et qui me donne envie d'aller voir ce qu'a pu écrire Madame d'Aulnoy. Donc vraiment des nouvelles très très différentes les unes des autres, certaines très courtes, d'autres plus longues, certaines vous l'avez vu qui partent plus du côté du conte de fées, d'autres plus du roman de chevalerie, d'autres c'est plus contemporain, plus glauque avec des vampires, des ghouls, d'autres du côté mythologique avec des créatures dont je vous tais le nom puisque sinon ça va vous gâcher la surprise, par exemple avec Sophie Daba. On a aussi une histoire de déesse, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, la femme est mise en avant, généralement c'est bien écrit. Il y a juste une ou deux nouvelles que j'ai trouvé un peu moins bonnes. J'ai notamment trouvé des problèmes de concordance de temps. Ça commence au présent, après la ligne d'en dessous c'est au passé simple, et puis il y a des mélanges de temps dans la même phrase. Ça me gêne. Alors automatiquement je mettais tout au passé simple en lisant, mais c'est des fautes qui me gênent quand je lis un texte, hein, que ce soit un roman ou une nouvelle, ça me gâche un petit peu la lecture. Voilà, ces histoires de concordance de temps, tout ça, ça m'embête un peu. Alors je sais qu'on peut utiliser le présent de narration dans des textes au passé pour justement amener un sentiment d'urgence, de présent, etc. Donc c'est voulu, mais quand il y a deux temps dans la même phrase qui sont différents, là non, ça va pas, c'est un problème d'écriture. Bref, je crois qu'il y a une nouvelle comme ça où j'ai vraiment repéré ce problème là, et peut-être une autre où il y avait quelques soucis, voilà. Mais bon, dans l'ensemble elles sont quand même plutôt bonnes, voire très très bonnes. Celles que je vous ai citées, je les ai vraiment beaucoup aimées. Ma lecture en cours, il s'agit de La vie devant soi de Romain Gary ou Émile Ajar, qui était un de ses pseudos, aux éditions Folio. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit de l'exemplaire que j'ai emprunté à la bibliothèque. En fait, je l'ai moi dans ma palle, il doit être par là. Mais en fait, pour la petite anecdote, j'avais rendez-vous 2 ou 3 soirs de suite chez des médecins la semaine dernière, et j'avais oublié de prendre un livre alors que je savais que j'aurais du temps d'attente dans la salle d'attente. Donc j'ai emprunté un bouquin à la bibliothèque où je travaille, donc j'ai pris en priorité un livre que j'avais dans ma palle, que j'avais moi-même dans ma bibliothèque, et j'ai pris celui-là. Alors La vie devant soi, c'est l'histoire de Mohamed, qui est surnommé Momo, qui est un petit garçon. Il est recueilli par Madame Rosa, qui élève dans son petit appartement au 6e étage sans ascenseur plusieurs enfants qui sont laissés là par leur mère, qui sont des prostituées et qui envoient de l'argent plus ou moins régulièrement pour subvenir à leurs besoins. Donc Madame Rosa est une vieille femme, une ancienne prostituée qui s'occupe de ses enfants, et Momo nous raconte son quotidien dans ce petit appartement auprès des autres enfants qui ont plus ou moins son âge. Apparemment c'est l'aîné. Là sur la première centaine de pages, on le rencontre surtout quand il a 8, 9, 10 ans. J'en suis à sa 10e année pratiquement.
Et on voit sa vie dans cet appartement auprès de cette vieille femme qui n'a pas beaucoup de moyens et qui décline malheureusement, qui a des problèmes de santé. On voit ça à travers les yeux d'un petit garçon étranger qui vit dans un appartement rempli d'étrangers, dans un quartier qui rassemble plein d'ethnies différentes. Et il nous raconte ça avec ses mots d'enfant. Il nous parle de juifs, d'arabes, de musulmans, de français, comme seul un enfant peut le faire. Il s'exprime avec ses termes à lui, il a sa vision d'enfant, ses réactions, ses pensées, ses réflexions d'enfant, et c'est hyper touchant. Merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt certainement pour un bon call. Merci d'être présents et d'être de plus en plus nombreux. Salut, à bientôt.